Pour cette deuxième partie de Périscope, j'accueille un nouveau visage du syndicalisme, il faudra vous y habituer. Cyril Chabagnier, vous êtes le nouveau patron de la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens. Vous avez d'ailleurs fêté vos 100 ans, hein, c'est 1919, vous avez 46 ans, vous avez été longtemps salarié de la Caisse nationale d'assurance familiale avec un métier d'allocation familiale, avec un métier qui est un métier de statisticien. Vous êtes économiste, hein, de formation, et vous avez un objectif, si j'ai bien compris, vous allez me dire si j'ai raison ou tort, qui est de féminiser et de rajeunir, c'est bien ça? C'était la première volonté, oui, quand j'ai donné ma candidature pour la CFTC, c'était essayer de rajeunir et de féminiser la CFTC. On n'était pas forcément très fort sur ces deux points de vue. Je pense qu'on n'a pas complètement réussi encore, mais il y a eu de forts progrès, parce qu'aujourd'hui, on a doublé le nombre de femmes qui sont au bureau national de la CFTC, j'en suis assez fier. Et en même temps aussi, on a 50% du bureau national qui a moins de 48 ans. Bon. Donc j'en suis assez content et assez fier. Bon, oui. Très bien. Alors, votre stratégie, c'est dans un moment qui est un moment de tension extrêmement forte. C'est négociation, médiation, mais grève en dernier recours. J'ai l'impression que pour d'autres, c'est complètement l'inverse. C'est la grève pour commencer et ensuite, éventuellement, on discute. C'est souvent la différence entre le syndicalisme réformiste et le syndicalisme révolutionnaire. Nous, notre ligne est claire depuis 100 ans, depuis toujours. Vous l'avez rappelé, ce qu'on fête nos 100 ans. C'est d'abord la négociation, et on pense que par le dialogue, on peut faire avancer beaucoup de choses. Ensuite, évidemment, la médiation. La grève est en dernier recours, et ça reste pour nous le dernier recours. C'est ça, un syndicalisme réformiste et constructif, puisque dans les valeurs sociales chrétiennes, c'est de là d'où sort le mot de syndicalisme constructif, donc on y est très attaché. Alors il y a un certain paradoxe d'ailleurs à observer que les syndicats dits révolutionnaires, dont la CGT, la grève d'abord, est aussi, s'agissant de la CGT, le syndicat qui signe le plus d'accords d'entreprise en France. C'est très paradoxal. C'est vrai qu'il y a une grosse différence, oui, entre le niveau national et le niveau local. On signe beaucoup d'accords avec eux au niveau local, très peu d'accords avec eux au niveau national, c'est vrai. Bon, alors, la CFTC, je vous propose une petite carte postale extrêmement rapide que nous a préparée Hubert Coster. D'où venez-vous, où en êtes-vous et où allez-vous, Hubert Coster? La CFTC fête cette année ses 100 ans d'existence. Fondée en 1919, la Confédération française des travailleurs chrétiens se réfère alors à la doctrine sociale de l'Église et se positionne comme un syndicat ni bourgeois ni socialiste. En 1964, c'est une scission au sein de la CFTC qui voit naître la CFDT, qui l'a depuis largement devancée auprès des salariés. La CFTC se veut un syndicat réformiste, favorisant la médiation et pour qui la grève n'est qu'un dernier recours. Au pointage de 2017, la Confédération chrétienne représentait 9,49% des salariés, à la 5e et dernière place des 5 syndicats représentatifs. Surtout présente dans le Grand Est, les Hauts-de-France et la région parisienne, la CFTC revendique environ 140 000 adhérents. Commerce, enseignement privé ou encore métallurgie et audiovisuel sont les secteurs où la CFTC réalise ses meilleurs résultats électoraux. Alors, est-ce que cette philosophie, qui est une philosophie d'échange, de conciliation, la recherche du compromis, est-ce que cette philosophie-là, elle a encore sa place dans un monde qui est un monde violent? Je pense que justement, elle a plus que jamais sa place dans ce monde. On a un monde qui est en bouleversement, révolution numérique, transition énergétique, des personnes qui dans le travail vont changer de statut 5-6 fois au cours de leur carrière. Donc il y a vraiment un monde en bouleversement, et dans ce monde en bouleversement, c'est par le dialogue, c'est par la négociation, c'est par des propositions concrètes, c'est en étant constructif, encore une fois. Je pense qu'on peut faire avancer les choses, et nous qui sommes un syndicat attaché à la personne, notre base de la morale sociale chrétienne, qui est la dignité et le respect de chaque personne, par définition, on ne peut pas aller vers la violence, et on est obligé aujourd'hui de vraiment remettre au cœur de la négociation ce principe du respect de la personne, et donc de la négociation et du dialogue social. Alors on va revoir ensemble les images qui ont été tournées par nos équipes hier soir au ministère de l'Enseignement supérieur
comme moi probablement, bien vous avez suivi ce face-à-face entre d'un côté les gardiens du ministère, et puis de l'autre côté les étudiants qui ont forcé les portes. Alors il y a eu un mouvement qui était un mouvement violent. Écoutez ce que disait ce matin sur LCI le vice-président de la FAGE. La FAGE, c'est un syndicat d'étudiants qui, alors il ne justifie pas ces violences, mais il dénonce malgré tout la précarité dans laquelle vivent un certain nombre d'étudiants. Le vrai sujet, c'est la précarité étudiante. On la voit sur les campus tous les jours, les étudiants la vivent de plus en plus et elles mettent dans la détresse beaucoup trop de jeunes qui veulent étudier ou même qui ne pourraient pas accéder aux études par manque de moyens. La réponse, en fait, elle doit venir du gouvernement, elle doit être politique et donc budgétaire pour faire en sorte d'endiguer en fait cette précarité que connaissent beaucoup trop d'étudiants aujourd'hui en France. Bon, c'est vrai qu'il y a de la précarité, il y en a peut-être moins en France qu'il y en a chez nos voisins. Est-ce que ça justifie ce type de mouvement? Honnêtement, Monsieur Chevalier, moi je m'inquiète un peu quand même de la montée, non pas des périls, mais en tout cas des manifestations éruptives, des violences. On sait que la démocratie, elle a été construite sur le monopole légal de la violence à l'État. C'est comme ça. Bon, toutes les manifestations, toutes les revendications sociales sont parfaitement légitimes. Mais on a l'impression aujourd'hui que quand on n'arrive pas à obtenir gain de cause, pour certains groupes en tout cas, dans des élections, après tout, le président de la République, s'est engagé dans certaines directions, il respecte sa feuille de route. Bon, quand on n'est pas satisfait, ben, on prend non pas les armes, mais en tout cas, on utilise le levier de la violence. C'est vrai qu'on voit monter aujourd'hui une certaine violence et on est les premiers d'ailleurs à s'en inquiéter, mais justement notre rôle à nous c'est d'essayer de ne pas aller là-dedans et de montrer, y compris au gouvernement, qu'il faut justement travailler avec des interlocuteurs qui prévoient autre chose et qui prévoient la négociation, qui prévoient la médiation. Vous savez, les corps intermédiaires, on en a beaucoup parlé au début de ce quinquennat, qui ont été un petit peu mis de côté et franchement on ne peut pas dire le contraire. Voilà. Avec le mouvement des Gilets jaunes, on a retrouvé et on s'est rendu compte que c'était quand même important d'avoir un interlocuteur en face avec qui on peut dialoguer, qui sait aussi prendre des décisions, qui a un interlocuteur qui est bien identifié. Vous diriez aujourd'hui, le gouvernement, il faut le continuer. Le gouvernement a une responsabilité dans ce qui se passe. La méthode, c'est sa méthode un peu directe, ignorant les corps intermédiaires, comme vous le dites, est responsable de cette espèce de flambée de violence? Non, je ne dirais pas que le gouvernement est responsable de cette flambée de violence, mais par contre, par un plus grand respect des corps intermédiaires et encore plus en les consultant, c'est plutôt le cheminement inverse. C'est comme ça qu'on sortira sûrement de la violence, en étant écouté et que la population voit justement que le gouvernement est capable de travailler, d'écouter, de dialoguer avec des interlocuteurs qui sont représentatifs et qui sont donc légitimes. Mais regardez ce message-là que nous avons à l'écran, qui nous est adressé par une internaute fidèle de l'émission. Trop de réformes en même temps, mal ficelées, mal expliquées, mal compris. C'est vrai qu'on se dit d'une certaine façon, c'est la dose qui fait le poison. Peut-être que, au fond, ce gouvernement, Emmanuel Macron, il est trop réformiste, et trop vite. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de réformes qui ont été mises en même temps, et peut-être un petit peu trop, mais on pourrait faire d'ailleurs le parallèle aussi de l'autre côté, avec la convergence des luttes, où en même temps, et on a vu d'ailleurs au moment du mouvement des Gilets jaunes, où il y avait des revendications qui étaient très importantes. C'était par dizaines, parfois par plusieurs dizaines de revendications. Et nous, justement, on essaie de travailler différemment. C'est-à-dire, on essaie vraiment de mener chaque combat de manière individuelle. On cloisonne chaque combat. C'est pour ça qu'on n'est pas dans la convergence des luttes et qu'on n'est pas non plus pour des réformes qui se fassent en même temps et des tas de réformes qui se passent en même temps. Il y en a trop, là, à votre avis? Non, mais si on fait le compte, on ne l'a pas préparé, on aurait pu faire une infographie. Il y a eu la réforme du Code du travail, oui. Il y a eu la réforme de la formation, la réforme de l'apprentissage. Tout ça, l'assurance chômage. L'assurance chômage, tout ça, ça va plutôt dans le bon sens. Formation, apprentissage, ça permet à des jeunes d'avoir accès aujourd'hui à des formations. Formation, apprentissage, je suis d'accord avec vous. L'assurance chômage, je suis beaucoup plus réservé. Oui, il y a l'assurance chômage, il y a les retraites. Il y a 5, au fond, il y a entre 4 et 5 grands sujets qui étaient des abcès de fixation dans la société en France ou des faiblesses. Vous voyez, formation, apprentissage, qui sont traités en même temps. Est-ce qu'on peut faire ça? Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Je vous demande votre avis. Est-ce qu'on peut faire ça en 5 ans? Oui, je pense qu'on peut faire ça à 5 ans, mais encore une fois, ce n'est pas le nombre de réformes en soi, c'est la méthode. Et la méthode qui a aujourd'hui bien évolué, et on le voit d'ailleurs sur la réforme des retraites où
On ne peut pas dire le contraire, que le fait que la négociation, elle a vraiment sa place et Jean-Paul Delevoye a mené vraiment des concertations qui étaient efficaces et de réelles concertations. On voit que dans ce cas-là, ça peut se passer de manière beaucoup plus apaisée. Le problème était plus un problème de méthode, qu'au début, certaines réformes ont été un petit peu, ou en tout cas, il y a eu le sentiment qu'il y a eu un passage en force. Ouais. Beaucoup d'ordonnances aussi, dans lesquelles on n'a pas eu forcément... Alors on a un petit peu discuté quand même, mais pas de réelle négociation. Et je pense que c'est plutôt ce sentiment de passage en force qui a été mal vécu, plutôt que le fait qu'il y ait 4 ou 5 grosses réformes, on va dire, en 1 an et demi, quoi. Alors, Hubert Koster le disait tout à l'heure, vous êtes séparé à un moment avec la CFDT. Hein, c'est bien 64, ça, oui. hein, en 1964. Écoutez ce que disait ce matin Laurent Berger sur Radio Classique. La montée des mécontentements, dit-il, c'est un peu plus que le fait de la regretter, la montée des mécontentements menace la clarté du débat public. On a une forme de montée du mécontentement qu'on a connu déjà l'année dernière, qui fait que sur des sujets très différents les uns des autres, on voit qu'on a du mal à poser et le constat et le débat public qui va avec pour savoir ce qu'il faut faire en termes de solutions, et surtout on a des difficultés à construire les solutions. Alors, je crois c'est un élément important pour moi. Oui. C'est un élément très important parce que je crois, imaginez qu'on est aujourd'hui face à un risque, et celui de l'illisibilité. Il y a un risque de confusion. Oui. Vous savez, dans certaines situations sociales, il y a tellement de tensions qu'on n'arrive pas à trouver le jour, la lumière, vous voyez, la sortie du tunnel. Et j'ai peur que, conflit après conflit, on en arrive à une situation de blocage dans laquelle finalement les conflits s'enquistent. Oui, c'est le risque. Moi, je partage l'analyse de Laurent Berger sur ça, mais encore une fois, c'est comment on va faire en sorte de mener des réformes qui sont entendables par la population, qui se passent de manière paisible, de manière réfléchie, qui soient en concertation. Le problème qu'il y a aujourd'hui, d'ailleurs on le voit, y compris sur la réforme des retraites, on a eu un rapport avec des propositions. Le rapport a été mis un peu de côté, on a recommencé une concertation. Aujourd'hui, on a posé des tas de questions sur lesquelles on n'a pas de réponse, et donc on sait plus trop, y compris nous, syndicats réformistes, qui étaient plutôt sur la philosophie d'un régime universel plutôt favorable. On se retrouve un petit peu en attente aussi, parce qu'on entend des discours qui sont un peu différents, on n'a pas forcément des positions claires, même si évidemment on est encore dans la discussion, donc c'est forcément, enfin c'est presque obligé qu'on n'ait pas toutes les réponses, mais en tout cas il faut aussi qu'on ait quelques signes, et c'est un peu, ça peut être un peu compris comme un peu de la confusion, et ça n'arrange pas en tout cas le débat public, et ça n'arrange pas le thème que vous parliez tout à l'heure sur la montée des mécontentements. Alors précisément, évoquons le cas de la réforme des retraites. L'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale, a réalisé une petite étude qui tente à modéliser le coût de la réforme des retraites pour les fonctionnaires. Pourquoi pour les fonctionnaires? Parce qu'on va vers une convergence. La convergence, c'est la convergence en termes de temps de travail, de volume de temps de travailler au cours de sa vie. C'est la contribution de l'employeur, la contribution du salarié lui-même. Et puis, c'est aussi l'assiette de calcul des droits. L'assiette de calcul des droits, pour les fonctionnaires, on l'a dit, ce serait l'intégration des primes. Les primes, il y en a très peu chez les enseignants. C'est 9% du salaire indiciaire contre en moyenne 22% du salaire d'un fonctionnaire. C'est-à-dire, vous prenez le salaire d'un fonctionnaire, vous prenez 100, vous avez 22 dedans qui proviennent souvent de primes qui, par définition, ne sont pas pérennes, ne sont pas un élément permanent du salaire, même si ces primes sont souvent versées tout au long d'une vie. L'État devrait donc s'acquitter d'une charge supplémentaire de 3,6 milliards d'euros si on alignait toutes les primes. Il devrait s'acquitter des cotisations sociales qui vont avec, parce que quand on a un revenu, il y a évidemment de la fiscalité d'une part, mais il y a aussi surtout le poids des cotisations sociales qui financent la retraite, la maladie, la politique familiale. Ça ferait presque 4 milliards et demi d'euros. Et puis il y a le cas des militaires. Au fond, ce que nous dit l'IREF, c'est si on veut faire converger les modèles, c'est un ticket à 13 milliards d'euros supplémentaires par an pour intégrer les fonctionnaires au régime de droit commun des retraites. Franchement, c'est pas une bonne nouvelle. Alors, si vous permettez, deux, trois petites remarques avant. Premièrement, je l'ai dit, sur le régime universel, la CFTC, dans la philosophie, est plutôt pour, puisque nous sommes déjà par définition universalistes, et que le régime actuel est tout sauf un régime juste, donc sur ça, on n'a pas de souci.
Je suis content que vous parliez des primes, parce qu'on entend rarement parler, et donc on entend aujourd'hui un discours assez simple, qui est simplement sur la réforme des retraites. Un fonctionnaire aujourd'hui, sa retraite est calculée sur ses 6 derniers mois de salaire. Demain, on passera sur la durée totale de son activité. Et donc, forcément, il sera énormément perdant. Et on n'entend jamais parler qu'aujourd'hui, on a toute une catégorie de fonctionnaires, quasiment la moitié, dont une partie de leur revenu est sous forme de prime. Leur salaire mensuel, il est constitué. Est constitué d'une partie de prime. Du revenu indiciaire, ça dépend d'un indice, d'un niveau de qualification. Il y a les fonctionnaires A, B, C, et puis il y a les primes. Et donc les primes, ce que vous nous dites, ça disparaît. Ça disparaît. Je parlais la semaine dernière, enfin il y a quelque temps avec un pompier par exemple qui me disait, et d'ailleurs j'étais assez surprise que je pensais pas que le taux était aussi élevé, que 40%, près de 40% de son salaire prime de danger, prime de feu, était sous forme de prime. Aujourd'hui, sa retraite, très bien, elle est calculée sur les 6 derniers mois. Mais elle est calculée sur les 6 derniers mois sur son revenu de base, c'est-à-dire sur 60% en fait de ce qu'il touche réellement. Donc quand vous prenez 60% sur les 6 derniers mois ou quand vous prenez 100% sur l'intégralité de l'activité, l'écart n'est pas très important. Donc ça, je tenais à le dire parce qu'on entend rarement parler et c'est très très important. Alors ensuite, la ligne, alors, certains fonctionnaires n'ont pas du tout de prime, ça sera un vrai sujet d'ailleurs sur l'alignement. L'enseignement est une vraie difficulté. J'en ai parlé encore récemment avec le gouvernement en disant s'il y a un point qui est très fragile, c'est l'enseignement. Et nous sommes très attachés à l'enseignement à la CFTC. Après, sur les chiffres que vous donnez, oui, c'est un coût qui est important. En même temps, de l'autre côté, il y a des économies aussi qui sont importantes. Parce qu'aujourd'hui, pour les fonctionnaires, c'est l'État qui paye les pensions, qui paye la retraite. Demain, avec le nouveau régime, c'est le régime qui se finance lui-même, puisque ce sont les fonctionnaires qui travaillent actuellement qui payent les retraites des retraités actuels. Régime par répartition qui n'est pas remis a priori en question. En tout cas, on a l'assurance du gouvernement. Ce qui veut dire que l'État demain, avec ce nouveau système, ne paiera plus directement les pensions. Et là, on a du mal à avoir des évaluations parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de chiffres sur combien ça pourrait représenter ce gain. Il n'y a pas de caisse de retraite des fonctionnaires, ça n'existe pas. Il n'y a pas de caisse de retraite, donc on a du mal à avoir de chiffres. Bien sûr. Mais cette partie est également très très importante et donc vient très largement diminuer ce que vous disiez tout à l'heure sur les milliards qui seront dépensés pour justement harmoniser le système. Mais Cyril Chavagne, est-ce qu'il ne faut pas quand même accepter l'idée qui est poussée par certains économistes que si on veut vraiment faire cette réforme et la faire bien, il faudra payer pour la faire? Je ne dis pas que c'est bien ou mal. Quand on passe d'un système à un autre, on gagne un certain nombre d'avantages, mais il y a, vous savez comme moi, vous avez une formation d'économiste, des coûts de transition. Et ces coûts de transition, il faut qu'on les assume. Si personne ne les assume, cette réforme produira plus de mécontentement que de satisfaction. Si vous voulez me faire dire que si on avait augmenté un petit peu le pourcentage du PIB qu'on met dans les retraites, j'aurais pas été défavorable. Aujourd'hui, le gouvernement nous annonce qu'on reste à 14%. Donc, c'est-à-dire que le gâteau, grosso modo, reste à peu près le même. Alors là encore, j'ai quelques nuances parce que si le taux reste le même à 14%, ça ne veut pas dire que la somme en soi restera la même, parce que 14% du PIB, ça ne veut pas dire que le PIB de demain ou d'après-demain sera le même qu'aujourd'hui. J'espère qu'il augmentera. Voilà, et j'espère qu'il augmentera, ce qui résoudra une partie de cette difficulté. Et d'ailleurs, le gouvernement, je pense, compte également sur ça. Mais évidemment que toute réforme a un coût, sinon on va se retrouver dans un système où il y aura des gagnants et des perdants. Nous, on ne suivra pas si les perdants sont plus nombreux que les gagnants, évidemment. Dernier point, il nous reste juste une minute, le travail de nuit. Vous savez qu'il y a un projet autour de ça. Je sais qu'à la CFTC, vous n'étiez pas favorable au travail du dimanche. Pour cause, le travail de nuit, est-ce que ça correspond aux nouveaux usages? Est-ce qu'il faut offrir une plage plus large de fréquentation, notamment des magasins alimentaires dans les villes, au moment où on peut tout commander sur Internet, au moment où la restauration hors domicile se livre au domicile, au moment au fond où la société change complètement? Est-ce qu'il ne faut pas élargir les plages d'ouverture des points de vente? Alors, philosophiquement, c'est pas quelque chose qui nous plaît beaucoup. C'est pas votre truc. C'est pas complètement notre truc, parce que évidemment, on est à la CFTC et que la vie familiale, la vie personnelle, les temps de vie, la déconnexion d'ailleurs aussi est un sujet important pour nous. Et donc on veut vraiment pouvoir respecter et que ces temps de vie restent importants. Donc c'est pour ça que sur le travail du dimanche ou sur le travail de nuit, on n'est pas très favorable. Après, si la mesure se fait, 2-3 choses à dire. La première, c'est évidemment il faut que ce soit négocié au niveau de la branche, qu'il y ait des compensations qui soient importantes, que ce soit choisi pour les salariés et non pas subi. Et ensuite on parle beaucoup des caisses automatiques. À la limite,
Alors nous, on n'est pas très favorable. Faisons travailler les robots après 20 heures. Faisons travailler les robots de 22h à minuit et laissons le travail aux salariés avant, quoi. Merci beaucoup Cyril Chabagnier. Merci pour votre première visite dans Périscope. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Dans un petit instant, Arlette Chabot, le débat. Je vous retrouve demain à 16h en direct sur LCI, la 26.